been a long time coming. Destined for greatness, keeping up my 100 yards running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth still running. This has been a long time coming, yeah. Mousse artificier. Comment vas-tu? Ça va? Tranquille? Tout de suite, le sommaire. Et si la NBA appartenait au reste du monde? Oh oh oh! Qu'en est-il de Doc Rivers? Ah, Mayday, Mayday! USS Alabama. Ok, si, hic ou déclic? Toi, la NBA, on a toujours connu des stars américaines. Bon, à foison, les icônes. Voilà, les icônes, on va citer tous les noms, Jordan, Pippen, LeBron, voilà, LeBron, Durant, etc. Mais on voit que depuis 20 ans, 20-25 ans, les Européens et les non-américains sont arrivés un petit peu dans la ligue. Une belle ouverture. Il y a Olajuwon qui a été le premier ambassadeur un petit peu du continent africain. Il y a eu ensuite, voilà, comme je disais, Nowitzki et Nash qui ont été les deux premiers MVP non-américains. Puis ensuite Parker. Cocorico, Parker. Qui a été MVP des finales. Premier non-américain à être MVP non des finales. Avant, on avait juste un petit espace. Là, la porte, voilà, c'est ouvert. Ils savent très bien qu'il faut qu'ils s'ouvrent au monde. De par le commerce, là, ils sont ouverts au monde par le jeu. Avec des Joel Embiid, Ben Simmons, tous ces jeunes qui arrivent avec des dents longues, qui sont là pour rayer le sol. Et pour bousculer un peu cette hégémonie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois exactement. En plus, on voit il y a beaucoup de joueurs justement qui sont maintenant dominants dans la ligue et qui ne sont pas forcément américains. Qu'est-ce que tu penses par exemple entre ce qui se passe aux États-Unis en ce moment et dans le reste du monde en termes d'évolution au niveau du basket? C'est un peu l'inverse. Pour citer juste notre championnat français, aujourd'hui, désolé, hein, on va chercher des Américains de deuxième zone pour prendre des responsabilités dans un club. Nos Français se retrouvent à avoir des postes bien définis en NBA, respectés. C'est vraiment la fin d'un cycle et une nouvelle génération qui se lance. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, le rooster de Philadelphie, le rooster de Boston, il y a en moyenne 5 à 6 joueurs non américains dans ces effectifs. J'ai envie de te dire, la NBA a compris que le basket appartient au monde et plus qu'aux États-Unis. Je voulais rajouter quelque chose par rapport à ça. Qu'est-ce que tu penses justement de l'âge des joueurs qui sont en train de dominer en NBA? Tu prends par exemple Giannis qui a 22 ou 23 ans, Porzingis la même chose. Est-ce que tu penses justement que cette nouvelle domination qui est en train de se mettre en place va justement continuer à s'accroître et on va avoir bientôt une réelle domination sur la NBA? Écoute, ça va dans le sens de ce que Kobe a dit à une période. Kobe, you've been pretty critical of the AAU system and the way American players are brought up. Not pretty critical, I'm extremely critical. I hate it. Because it doesn't teach our players how to play the right way. I got lucky because I grew up in Europe. Right. Everything there was still fundamental, so I learned all the basics. Les jeunes noufs américains sont born ready. Ils s'entraînent déjà avec des adultes, ils savent ce que c'est la compétition. Les Américains sont un peu cloisonnés dans leur championnat universitaire, un peu surprotégés. Du coup, ils ne savent pas ce que c'est réellement la compétition, l'art de rentrer dedans tous les jours. À l'entraînement, c'est vraiment, ok, c'est athlétique, mais la notion de collectif et de gain, de la victoire n'est pas encore travaillée. Et ces jeunes-là, que ce soit dans des championnats inférieurs, pour citer Giannis qui n'a pas joué dans un gros championnat, eh ben il s'est continué contre des adultes. Donc mentalement, il était prêt à se continuer encore. Et qu'est-ce que tu penses justement maintenant des joueurs américains? Parce qu'on voit qu'il y a l'ancienne génération qui est très mature maintenant. On parle de LeBron, on parle de Kevin Durant, Steph Curry, des joueurs qui arrivent à maturité. Mais la nouvelle génération américaine, est-ce qu'il ne manque pas forcément un grand leader? On voit qu'il y a Anthony Davis qui est là, mais derrière, tu vois par exemple Karl Anthony Towns et Wiggins, c'est des joueurs aussi qui sont peut-être non américains aussi. Wiggins est canadien et Towns est dominicain. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de relève? On regarde les compétitions de jeunes américaines. Il n'y a pas de joueurs extra dominants. Ça essaye de faire des hypes autour de vidéos, mais des joueurs dominants qui font parler de leur jeu, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il faut se le dire clairement. Maintenant,
les scouts, les recruteurs, même les dirigeants se déplacent pour les compétitions non américaines. C'est là qu'ils ont remarqué Franck Tilikina, justement, Voilà. au championnat d'Europe. Comment tu vois justement toi l'évolution même des Français justement par rapport à ça? Alors, c'est simple. Les Français, comme les non-américains, comprennent un aspect très simple du basket, l'organigramme. Ils ont tellement été habitués à respecter un organigramme qu'ils savent comment ça doit fonctionner dans les plus hautes sphères. Les Américains aujourd'hui veulent tout faire. Ils veulent jouer point guard, ils veulent jouer shooting guard, ils veulent jouer score, ils veulent être scoreur, ils veulent être franchise player. Non, le Français, l'étranger, on va te dire, mets-toi d'abord dans cette case-là, il va prendre cette case-là. Mais ensuite, il va grappiller pour devenir un élément important. Et aujourd'hui, les franchises sur lesquelles on mise et les franchises d'avenir sont en train de structurer cet organigramme-là. Et les Français, comme les Français à Fila, les autres qui sont un peu partout, les étrangers qui sont un peu partout, s'installent. Hey, what's going on? Welcome home. How you doing? Thank you. Appreciate it. Thank you. How you guys doing? Alors Mousse, toi qui es un grand fan des Celtics, qu'est-ce que tu penses justement de Doc Rivers qui a été un coach emblématique de ton équipe? Ah gars, Doc Rivers a une place dans mon cœur. Mais je tiens à m'excuser, aujourd'hui, il ne vaut plus rien. Je suis désolé, le mec il fait pitié sur le banc, il est à la limite en train de rigoler avec ses assistants, il n'y a plus de forme de jeu aux Clippers, c'est un vrai bordel. Et j'en suis à me remettre en question si c'est pas les Pierce, Garnett, Ray Allen, Rondo qui se sont coachés pendant les finales. Tu vois où j'en suis en ce moment? Je suis à la limite de manquer de respect à Doc Rivers, qui est respecté, et mine de rien, j'ai l'impression qu'il est en train de s'enfoncer. Aux Clippers, il a fait des choix en donnant un vrai contrat à son fils. En tant que père, je peux comprendre, mais en tant que coach et en tant que GM, tu peux pas faire ça. Tu perds toute ta crédibilité auprès de ton rooster. Et derrière, Chris Paul qui en avait marre, qui part. Ils ont eu du mal à retenir DeAndre Jordan. Blake Griffin, on ne sait pas ce qu'il veut faire. La dernière fois, je l'ai vu en train de faire un drip step back pour prendre le buzzer. En gros, va secouer le cocotier, ça s'arrête là. Les formes de jeu, elles sont dégueulasses. Et pour conclure le tout, les meneurs sont blessés. Est-ce que justement, il n'a pas été surcoté avant, quand il a été coach de l'année avec Orlando, et quand il a gagné le titre? Non, tu peux pas voler tout ça. Tu vois, tu peux pas faire du fake. Boston, il prend un titre, il joue une autre finale. Il gagne un titre avec une superbe équipe. Oui, avec une superbe équipe. Mais il y avait la forme de jeu. Mais depuis qu'il est aux Clippers, je suis désolé, on attend tellement de cette équipe-là qu'il n'y a rien eu. C'est quoi la différence entre Boston et les Clippers? Déjà, la maturité. La maturité de l'effectif. Tu peux dire ce que tu veux. Garnett, Pierce sont écoutés. Ils avaient un joueur intelligent, jeune, Rondo. Ils avaient Ray Allen, qui quand il parle, on l'écoute aussi, même si sur la fin, ça s'est fini en queue de boudin. Les Clippers, je suis désolé, c'est une réelle TV. Le président qui a un discours raciste, qui saute, les joueurs qui ne veulent pas jouer avec les couleurs des Clippers, donc ils veulent mettre un maillot blanc. Lui qui en profite de cette situation pour pouvoir s'installer et prendre un pouvoir plus important. Non, il a oublié d'être focus sur son basket. Pour être plus précis au niveau du coaching, on parle souvent des grands coachs comme des gens qui ont des projets de jeu. On parle de Greg Popovich, on parle de Phil Jackson avec le système en triangle. On parle maintenant de Brad Stevens avec vraiment tout son basket en mouvement sans poste de jeu. C'est quoi le basket Doc Rivers? Oh, Lob City, et pick and roll, on jette la balle en l'air et boum, on secoue le cocotier. Mais à un moment, c'est fini. C'est fini, les gens vont ralentir la progression de balle, ça va jouer dur, ça va switcher, les Hollywood ne vont pas sortir. Mais vous en pensez quoi concrètement? Doc Rivers aujourd'hui, il vaut le coup ou pas? Est-ce qu'il ne devrait pas s'effacer un peu et revenir plus tard? Moi je vous pose la question, vous qui nous suivez depuis pas mal de temps, est-ce que Doc Rivers n'est pas surévalué aujourd'hui?
projet d'OKC. Hic ou déclic? Pour moi, c'est un hic. Pour moi, c'est un hic. Je vais être très clair dessus. Pour moi, c'est un hic. Et je vais résumer tout le projet d'OKC à la signature d'un joueur qui est Carmelo Anthony. Oh. Je vous préviens tout de suite, le piment est sorti. Ouais, clairement. Pourquoi? Parce que c'est un joueur à la base que j'aime bien, que j'ai suivi à Denver, que j'ai suivi au Knicks aussi. Ce qu'il est en train de faire à OKC, pour moi, ralentit justement le projet qu'ils avaient mis en place avec plusieurs superstars qui peuvent faire la différence. Pourquoi? Parce qu'il fait mal tout ce qu'on voit pas dans les stats. Tout ce qui est effort, tout ce qui est communication, revenir en défense, faire les bonnes passes, participer à la construction du jeu. Tout ça, Carmelo Anthony, il n'y est plus du tout. C'est un mec centré sur lui-même. On doit faire tous les efforts pour lui et lui ne veut rien faire pour les autres. Et là, dans un projet comme OKC, où il y a un partage du ballon à faire, où il y a un sens de sacrifice, tu mets un mec comme ça pourrit tout le jeu. Vraiment tout le jeu. Il y a Paul George qui essaye maintenant de se remettre un petit peu dans le flow de l'attaque. J'y arrive. Il y a Westbrook qui essaye justement de retrouver un petit peu ses standards. Mais à cause de Melo, ils sont en train justement de tout faire péter, justement parce qu'il y a un mec qui joue beaucoup, qui plombe justement tout l'effort collectif qui est mis en place. Alors, tu me connais, moi j'aime bien creuser. Revenir à l'origine des choses. À l'origine, Melo est à New York. Pourquoi tu proposes un trade pour le récupérer? Donc première balle, les recruteurs, les GM, pourquoi ils acceptent ce deal? Eux, je crois qu'ils voulaient une autre star, une star dominante qui peut vraiment aider Westbrook à passer un cap dans le jeu. Et c'est vrai que de voir Melo en théorie, c'est pas mal. C'est un mec qu'on a vu dans les Jeux Olympiques Melo, capable de tirer au large, capable d'écarter la défense. Sauf que dans le jeu, c'est pas ça. Les gens ont pointé le fait que Melo peut jouer sans ballon et laisser venir le ballon à lui. On reste trop focus sur ce qu'ils ont fait pendant les championnats du monde, où il a mis son record de points en un laps de temps. Mais il faut savoir une chose, ces gars-là, quand ils viennent au championnat du monde ou au JO, ils sont en mode colonie de vacances. Donc ils s'amusent à se passer la gonflée. Dès qu'il y a un gars qui est chaud, ils le cherchent à tout prix. C'est juste ça. C'est juste ça, se faire plaisir. Même moi, tu pointes Melo. Melo est arrivé ready à OKC. Ouais. Il a fait du Melo. Paul George, c'est que depuis une semaine. Mais quand tu vois justement comment ils mettent en place les choses en attaque par rapport à ça, tu vois justement que Melo, de toute façon, lui, il veut prendre ses shoots. Il veut les prendre, il ne veut pas forcément faire l'effort par rapport au collectif pour prendre ses shoots. Paul George, lui, il est arrivé en mettant l'accent sur le collectif. Faire tourner la balle, mettre en place ses systèmes, être un petit peu autour pour justement faire participer à la progression de l'équipe. Et il se rend compte qu'aujourd'hui, il se fait carotte, tout simplement. Ouais, mais Et à partir de ce moment-là, lui s'est dit, bon, ok, moi maintenant je vais jouer au basket, être plus agressif. Il a dit dans l'interview, je vais être plus agressif, montrer un petit peu ce que je sais faire. Et là, tout de suite, on voit le vrai Paul George avec des perfs à plus de 40 points. Donc il y a vraiment un problème de casting au niveau de KC. À la base, c'est pas un problème de casting parce que dans l'idéal, Melo, c'était une bonne idée. Maintenant, on voit clairement que lui n'est pas prêt à jouer pour un grand collectif. Il l'a jamais vraiment fait. On voit à Denver, l'équipe qu'ils avaient à Denver, c'est aussi une somme d'individualité. La seule année où ils ont pu faire un bon résultat en playoff, c'est quand il y avait Chauncey Billups, quelqu'un qui est habitué au collectif. Il est venu à New York, à chaque fois c'était un désastre. Et il vient au KC, justement dans le même standard. Donc lui, il est habitué à jouer un hero basketball, vraiment un basket de 1 contre 1 d'isolation et tout ça. Alors que les équipes qui gagnent aujourd'hui, on voit Boston, on voit San Antonio, on voit Golden State, c'est un basket collectif. Et lui, il n'est pas prêt pour ça parce qu'il ne l'a jamais fait. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, indapendprod.com, la page Facebook Indapend ou sur notre YouTube, toujours Indapend. Que du bon, que du lourd et rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. It's been a long time coming. Destined for greatness, deep in my honey eyes running.
Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth still running. This has been a long time coming, yeah.